France Maghreb 2. Et à 15h, et oui, comme tous les samedis, et elle est là, et à l'heure en plus, ça fait plaisir, et comme tout le temps, évidemment, comme tout avocat qui se respecte, Maître Maghrebi Mansouri, pour une nouvelle édition de l'émission Parler droit. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. Ça fait plaisir de vous retrouver, Maître Maghrebi. Plaisir partagé comme d'habitude. Bien, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va interpeller tout le monde. On va parler des devis aujourd'hui. Absolument, on va parler du cadre juridique, Oui. du statut juridique même, du devis que l'on est, vous et moi, amenés à signer lorsqu'on est dans le cadre d'une relation commerciale ou contractuelle, lorsqu'on est consommateur et qu'on a besoin de certaines prestations de services ou de certains travaux. Exact. En règle générale, on signe souvent au préalable un devis, sauf que cette notion juridique est assez floue, Oui. et que beaucoup ne savent pas en fait ce qu'est un devis, pourquoi on signe un devis et surtout à quoi ça nous engage. Exactement. À quoi ça nous engage et à quoi ça engage aussi le professionnel. Donc comme j'ai eu beaucoup de questions cette semaine sur ce sujet-là via le compte Facebook, eh bien je vais faire plaisir aux auditeurs et je vais leur expliquer ce qu'est le devis. Elle est bien. Alors un devis, qu'est-ce que c'est? C'est un petit papier. Exactement. Donc le devis c'est un petit papier, mais pas que. C'est un papier qui est soumis à des règles juridiques bien strictes qui sont insérées dans le code de la consommation en règle générale, mais qui relève également du droit des contrats, donc du code civil. Avant de commencer, je vais déjà expliquer qu'est-ce qu'un devis. Ce qu'il faut savoir, donc ce qu'on entend par devis, mis à part ce petit bout de papier, on l'entend comme étant un descriptif des travaux à exécuter ou de la prestation de service qui va avoir lieu. Donc, et c'est un estimatif. En fait, c'est un descriptif des travaux ou de la prestation de service à exécuter et un estimatif du prix définitif qui va permettre au professionnel et à son client de sécuriser donc leur transaction avant de s'engager mutuellement, à la fois en ce qui concerne les travaux à effectuer ou la prestation à fournir, et également en matière de prix. Donc le devis, c'est sur ce petit bout de papier, on va avoir un professionnel et un client, donc généralement nous, le client, où on va décrire, où le professionnel va nous décrire la prestation sur laquelle il s'engage à un prix déterminé. Parce qu'avant l'achat d'un produit ou d'une prestation de service, en tant que consommateur, vous êtes en droit d'être informé des caractéristiques essentielles du prix, de la date, du délai de livraison, du produit ou de l'exécution du service. Ces informations, on dit que c'est des informations qui sont précontractuelles, qui sont normalement donc intégrées dans ce devis, parce qu'il va avoir pour objet de vous informer sur ce à quoi vous allez vous engager si vous décidez de conclure le contrat avec le professionnel de santé. Le professionnel, pardon. Je dis professionnel de santé parce que justement on le retrouve, on a beaucoup de litiges dans le cadre des professionnels de santé. Donc sa délivrance, ce qu'il faut savoir, c'est que dans de nombreux cas, elle est obligatoire. Pas toujours, mais il y a justement, on va expliquer donc les situations dans lesquelles la délivrance du devis est obligatoire. Donc délivrer, vous l'avez bien compris, délivrer le devis, ça va être utile si on est dans le cadre d'un produit ou d'une prestation complexe ou personnalisée. C'est souvent dans le cadre de travaux à domicile, de vêtements sur mesure. On va avoir vraiment besoin d'une personnalisation de la prestation. Donc dans ce cas-là, il est recommandé donc de signer ce qu'on va appeler un contrat écrit avant toute exécution de commande, afin de s'assurer déjà pour le professionnel qui sera payé et de s'assurer pour le client qu'il sera livré. Donc ce contrat, faites attention, si jamais il est oral, ça va être très difficile de pouvoir prouver ce à quoi le professionnel s'était engagé, et vous aurez beaucoup de mal à pouvoir engager sa responsabilité par la suite. Donc ce que vous pouvez voir vous comme étant une contrainte lorsqu'on vous soumet un devis à signer, en réalité par la suite ça peut être l'arme et l'outil pour vous défendre et pour pouvoir obtenir réparation. Donc le devis, il engage le professionnel, mais c'est aussi un moyen de vous protéger.
Donc c'est très important. Donc pour quel type de prestation le devis va être obligatoire? Donc il va être obligatoire dans le cadre de travaux, dans le cadre de dépannage, mais également dans le cadre de services à la personne, dans le cadre de déménagement ou, comme je le disais tout à l'heure, de prestations de santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le devis est obligatoire lorsque l'achat, normalement, dépasse 1 500 €. Au-delà de 1 500 €, le devis est obligatoire, sauf dans certaines situations, et notamment les situations que je vous ai citées, parce que dans le cadre de travaux ou de dépannage, dès que ça va être supérieur à 150 €, on doit vous faire signer un devis. Si vous êtes dans le cadre de service à la personne, dès que ça va être supérieur à 100 €, on est obligé de vous faire signer, enfin en tout cas de vous présenter un devis. Dans le cadre de prestations de santé, et ça c'est un litige, c'est un contentieux qui est très très important, lorsque vous allez voir un professionnel de la santé qui met en place ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, ça va être un médecin, un dentiste, un kiné, une infirmière, orthophoniste, podologue, etc. Quel que soit le professionnel de la santé que vous allez voir, lorsqu'il met en place un dépassement d'honoraires, sachez qu'il est dans l'obligation de vous remettre un devis écrit pour tout montant supérieur à 70 €. Vraiment, c'est très 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 important parce que beaucoup d'entre vous êtes concernés par ce problème. Lorsque vous allez voir un professionnel de santé et que sa prestation est supérieure à 70 € et qu'on est dans le cadre d'un dépassement d'honoraires, le devis est obligatoire. S'il ne le produit pas, il engage sa responsabilité. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le devis est obligatoire lorsque vous êtes dans le cadre de produits d'optique médicale. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Quand on est dans le cadre d'optique médicale, tout ce qui est verre correcteur, monture, lentilles de contact, matériel dans le cadre de l'optique médicale, eh bien le devis est obligatoire et il est gratuit. Vraiment, c'est très important d'avoir bien ça en tête. Ensuite, donc, que doit contenir le devis? Ça, c'est très important aussi de le savoir. Donc le devis, il y a plusieurs mentions obligatoires qui doivent y figurer. Je vais pas tout lister là parce que c'est assez complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, c'est que vous ayez déjà une date et que vous ayez une durée de validité de l'offre, que vous ayez le nom de la société. Si c'est un commerçant ou si c'est un artisan, ça va varier. Vous ayez un numéro d'identification au niveau de la TVA. Votre nom et votre adresse doivent être indiqués avec, si jamais on est dans le cadre d'estimation de travaux ou de prestations, une date de début et une durée qui soit estimée. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui vous permettra de pouvoir engager la responsabilité du professionnel si jamais ce n'est pas respecté par la suite. S'il y a des frais de déplacement éventuels, ça doit être indiqué. Autre chose de très importante, c'est que la somme globale à payer doit être indiquée hors taxe et TTC. Et il faut préciser le taux de TVA applicable. Et dans beaucoup de devis, on va avoir un montant hors taxe ou on va avoir directement un montant TTC et on n'aura pas le taux de TVA applicable. Donc sachez que là encore, c'est pas normal. Donc toutes ces informations-là sont très importantes et surtout elles vous permettent de comprendre que non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc elles sont très importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le devis, en principe, il est gratuit. Mais on a des professionnels qui font payer les devis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous êtes dans une situation où le devis est en principe gratuit ou est-ce que il peut être payant? Il y a des situations où le devis est obligatoire. Donc par exemple pour les professionnels de santé, lorsqu'on est dans un dépassement d'honoraires supérieur à 70 €, le devis est obligatoire. Donc il est forcément gratuit. Par contre, lorsqu'on est dans le cadre d'un devis qui n'est pas obligatoire et qu'on va être face à une situation complexe où il va falloir engager des frais de déplacement ou une étude approfondie de la situation pour pouvoir vous établir un devis, dans ce cas-là, il peut être payant. Mais souvent, il faut que vous ayez été informé au préalable du prix du devis parce que on ne peut pas vous imposer comme ça de devoir payer un devis si au préalable vous pensiez que c'était gratuit. Mais le professionnel, souvent, ce qu'il propose, c'est de déduire le montant du devis au montant de la prestation finale. Donc, une fois que vous avez ce petit bout de papier en main, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vous engage? Quelles sont les obligations et les droits qui vont naître donc de ce petit bout de papier? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le devis, donc c'est une estimation qui est faite par le professionnel pour les travaux qui vont être engagés ou pour la prestation de service qui va être fournie. D'un point de vue juridique, c'est considéré comme une offre de contrat. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat.
c'est une offre qu'on vous fait, c'est une proposition. Donc cette offre de contrat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir au départ ce qu'on appelle un engagement unilatéral. C'est-à-dire que seul le professionnel va s'engager. C'est-à-dire qu'il va s'engager à respecter de manière précise ce que lui a mis dans son devis. C'est-à-dire, pour tel prix, vous aurez tel service ou telle prestation ou tel matériel. C'est un engagement, donc le professionnel, lui, s'engage à ça. Mais vous, en tant que consommateur, vous n'êtes pas obligé de confier donc l'exécution par exemple des travaux ou l'exécution de la prestation que vous souhaitez à ce professionnel-là. Tant que vous n'avez pas signé, vous n'êtes absolument pas engagé parce que vous êtes toujours dans l'offre de contrat. Seul le professionnel s'engage. On se retrouve dans un engagement, ce qu'on appelle un engagement synalagmatique où les deux vont être engagés uniquement lorsque vous décidez que d'accord, vous acceptez toutes les conditions qui sont mises sur ce petit bout de papier. Là, vous êtes d'accord sur les termes et vous exprimez de façon explicite votre volonté de faire exécuter ces prestations par ce professionnel-là. Lorsque vous signez, donc en bas du devis que vous mettez bon pour travaux, là, à ce moment-là, on n'est plus dans une offre de contrat, mais on est dans un contrat qui vous engage tous les deux et qui doit être respecté par les deux, à savoir le professionnel s'engage à effectuer la prestation et vous vous engagez à payer le prix. Donc voilà, ça c'est extrêmement important de savoir que tant que le devis n'est pas signé, vous n'êtes pas engagé. Mais dès que vous signez le devis, et ça beaucoup de personnes l'ignorent, dès que vous signez le devis, ça devient un contrat et vous êtes engagé à payer le prix. Donc un professionnel qui va venir vous soumettre ce petit bout de papier très très vite, en passage en caisse et vous dire oui allez, faut signer le devis, voilà, prenez le temps de réfléchir mais faut signer là. Oui. Eh bien faites attention. Oui. Parce que ça arrive très 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 souvent. Mais sachez que cette petite signature, en réalité, elle ne vous accorde pas le droit de réfléchir, elle vous engage. Exactement. Et il n'y a pas un délai de Ah oui, mais après, bon, ça passe à autre chose. Bon, après, il y a d'autres situations, on a des délais de réflexion et des délais de rétractation. Mais sachez que, en règle générale, mis à part lorsqu'on est dans les exceptions de nullité, lorsque vous signez le devis, vous êtes engagé. Exactement. C'est-à-dire que les professionnels vous disent, allez, tenez le devis, mais vite, allez, signer, nanana. Et là, ça devient plus un devis. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils établissent le devis, ils vous disent, voilà, moi, je vous propose pourtant, par exemple, je vais vous refaire une dent pour 500 €, vous signez là, on se met d'accord sur les modalités de paiement, voilà mon devis, réfléchissez, puis vous revenez, mais avant de partir, vous me laissez les chèques. Voilà, oui. Ça arrive, hein. On le voit très très souvent. Donc sachez que là, non, on n'est plus dans le cadre d'une offre, on est dans le cadre d'un contrat. Le contrat est formé parce qu'on a un échange des consentements. Vous avez signé, c'est-à-dire que vous avez donné votre accord. Voilà. Donc c'est très important. Vraiment, faut avoir vraiment bien ça en tête. Eh ben, on espère en tout cas que grâce à votre explication aujourd'hui, eh bien que les auditeurs seront vigilants évidemment. J'espère parce que vraiment c'est très important. Et juste pour conclure, parce que c'est quand même l'objet également de cette présentation d'aujourd'hui, c'est que maintenant que vous savez ce qu'est un devis, si jamais il y a un litige, comment vous faites un litige avec ce devis? Ben oui, alors. Et ce qu'il faut savoir, c'est à peu près toujours la même chose, hein, c'est ce que je redis à chaque fois. Il y a un proverbe qui dit mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Donc on commence toujours par la démarche amiable, c'est-à-dire que vous allez tenter de négocier avec le professionnel de façon amiable. Vous allez faire ce qu'on appelle un recours amiable. Vous lui envoyez un recommandé avec accusé de réception. Ou un sniper, non, ça marche pas ça. Non, les snipers ça marche pas. Ok, très T'es bien. plus vraiment dans la démarche amiable là. Mais pour le recours amiable, donc toujours le préalable obligatoire que je conseille. Moi, je rendrais même ça obligatoire. Il l'est d'ailleurs dans certaines situations. Mais voilà, toujours commencer par la démarche amiable. Tentez de négocier parce que ça vous permettra également de prouver votre bonne foi par la suite. Si le recours amiable n'aboutit pas, sachez que lorsqu'on est dans le cadre justement d'une relation contractuelle avec un professionnel, vous pouvez vous adresser à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce qu'on appelle la DGCCRF. C'est très important parce que lorsque vous les saisissez, généralement lorsqu'ils sont informés d'un problème qui va se passer avec le professionnel, en règle générale, ils le lâchent plus après. Donc ils aiment pas ça. Hein. C'est le truc qu'on appelait avant 60 millions de consommateurs, c'est ça? Non, j'y viens. Non, là c'est une direction vraiment. C'est une direction qui a été mise en place pour réprimer les fraudes. Donc si sur votre devis il y a une fraude manifeste, comme par exemple l'absence de prix,
ou si ça n'est pas daté, on ne sait pas exactement quel est l'objet de ce devis, on peut considérer ça comme une fraude manifeste et dans ce cas-là, faut tout de suite le dénoncer à la DGCCRF qui va se faire un plaisir d'aller mener sa petite enquête au sein du de la société. C'est la DGCCRF, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc en gros, on peut dire la direction de la répression des fraudes, pour dire plus court. Oui. Si vous ne voulez pas donc saisir cette direction, vous pouvez aussi avoir recours, et ça j'en avais déjà parlé dans d'autres litiges, vous adresser directement à un conciliateur de justice auprès du tribunal d'instance qui va tenter de mettre en place une conciliation. Mais si vous n'avez pas envie ni de saisir la direction ni de saisir le conciliateur, et là c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de contacter des associations de consommateurs. Parce que les associations de consommateurs pourront vous aider, notamment dans votre recours amiable. Généralement, ils ont du poids, ils sont assez influents, ils peuvent faire peur. Donc, les professionnels, généralement, ils se rétractent quand ils ont affaire à une association de consommateurs. Et si, malgré tout cela, rien n'aboutit et que vous n'arrivez pas à obtenir gain de cause, dans ce cas-là, et en dernier ressort, comme je dis à chaque fois, faudra saisir les juridictions compétentes, à savoir les juridictions de proximité pour un litige qui va être inférieur à 4 000 €, le tribunal d'instance si c'est entre 4 000 et 10 000, et le tribunal de grande instance si c'est supérieur à 10 000. Eh ben écoutez, voilà, tout était bien précis en tout cas sur le devis aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez des questions en ce sens, n'hésitez pas, ou toute autre question. C'est parti pour la partie juridique, la thématique, avec aujourd'hui le devis, et puis vos appels dès maintenant pour passer à l'antenne. Alors je vous le dis, chers auditeurs, autant vous le dire tout de suite, appelez-nous dès maintenant, parce qu'on est arrivé la semaine dernière à répondre à la dernière minute à une auditrice qu'on n'a pas pu répondre, et donc c'est un peu frustrant. Donc si vous appelez maintenant, on vous prend, vous serez prioritaire évidemment. Toutes vos questions, et quelle que soit la question d'ordre juridique, vous nous passez un petit coup de fil. Le numéro 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1. Vous avez des difficultés, vous avez un dossier, vous avez des questions, si vous avez déposé un dossier en préfecture, vous avez un problème de consommation, problème avec un devis, par exemple, une non-exécution des contrats, problème d'escroquerie avec un vendeur qui ne vous donne pas votre bien, bref, tout ce que vous voulez, eh bien vous nous passez un petit coup de fil, on vous répond en direct. Maître Maghrebi répond à toutes vos questions, elle étaye tout ça avec des articles évidemment de loi, si possible, évidemment, et puis elle vous répond en direct, surtout à la radio dès maintenant. 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. 0892 23 99 50. On revient très vite juste après ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, priorité à nos chers auditeurs évidemment. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal également, droit du travail. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi, une avocate honnête évidemment et qui est là pour vous aider, eh bien vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Notez bien son numéro de téléphone. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on va commencer tout de suite avec une première auditrice au 0892 23 99 50. Elle s'appelle Nadia. Elle est en région parisienne. Bonjour Nadia. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour Nadia. Ouais, bonjour maître. Je vous appelle voilà, en ce qui concerne un litige. Alors, il faut enlever le haut-parleur. On faut enlever le haut-parleur, le truc, parce que ça coupe et on vous en entend la moitié de ce que vous lui dites. Hop. Voilà. Là, vous m'entendez? Ah, très bien. Alors, allez-y. Voilà. Donc, Conforama, je vous disais, donc j'avais acheté un PC chez eux il y a moins de 2 ans. Et donc, mon PC, il était encore sous garantie, donc je leur ai donné. Et le souci, c'est qu'ils m'ont renvoyé une lettre recommandée en me disant que ça rentrait pas dans la garantie, étant donné qu'ils ont constaté que le matériel, il lui manquait un cache au niveau du clapet. Ah ouais, moi aussi, ils m'ont fait ça. Ouais, c'est vrai que ça arrive, ça. C'est vicieux, ça. Ouais, allez-y, voilà, pardon. donc ils n'ont pas voulu prendre la garantie. Mais le problème, donc ils me font un devis à 275 € à payer. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont dit, en cas de refus de la part du client, et s'il souhaite la restitution de son matériel, un montant forfaitaire de 58,19 € TTC lui sera facturé.
Oh, bah, Donc, en fait, ils me demandent tout simplement, pour récupérer mon PC, de payer la somme de 58,19 €. Et je voulais savoir si c'est normal, étant donné qu'ils ne m'ont pas stipulé quand ils ont récupéré le matériel. Waouh. Alors, au moment où vous avez déposé votre PC, on vous avait indiqué que le devis serait payant ou pas? Non, ils m'ont pas dit. Ils m'ont dit que on va voir si ça rentre dans le cadre de la garantie. Si c'est pas garanti, dans ce cas-là, ils vont vous le rendre. Hein. Mais c'est tout. Ils m'ont pas dit que c'est payant le fait de le déposer en réparation chez le constructeur. D'accord. Donc en fait, oui, ce qu'ils auraient dû faire, c'est déjà savoir si ça rentrait dans le cadre de la garantie ou non. Et si ça ne rentrait pas dans le cadre de la garantie, vous dire on va vous établir un devis et ce devis sera payant. Et donc là, ça n'a pas été fait. Non, ça n'a pas été fait. Non, quand ils l'ont repris, non, service après-vente, ils m'ont rien dit. Ils m'ont juste dit que c'est pas nous qui gérons, c'est le fournisseur. C'est-à-dire que souvent ils disent ça. C'est HP, c'est HP, vous comprenez? Oui. Et du coup, le devis, en fait, le montant des 58 € était indiqué sur le devis? Mais non, il n'y a aucun devis. Ils m'ont pas ah oui, attendez. Vous m'avez dit, ils vous ont fait un devis de 275 €. Oui, ils m'ont envoyé un devis. Non, c'est 275 € le devis. D'accord. Et est-ce qu'on vous indique sur ce devis qu'en cas si vous refusez de signer ce devis, que son établissement vous coûtera 58 €? Oui, c'est écrit en bas. C'est écrit. Devis refusé avec restitution de l'appareil accompagné de règlement de 58,19 €. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est excusez-moi, il y a une autre case, devis refusé avec abandon de l'appareil. D'accord. Oui, non, ils peuvent pas soumettre la restitution de l'objet au montant. Ça, ils peuvent pas faire ça. Ce qu'ils peuvent faire, c'est faire en sorte que le devis, établir un devis payant, parce que dans certaines situations, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment lorsque ça nécessite des recherches, on peut mettre en place un devis payant. Mais on peut pas soumettre la restitution de l'objet au paiement du prix. Ça, c'est pas possible. C'est pas légal. Oui, mais le prix, il est plus cher que le PC en lui-même. Bah oui, mais non, mais ça c'est clair, hein, ils se gagnent de l'argent sur le truc. 275 € pour un PC, vieux de 2 ans. C'est vrai que je l'avais acheté à 300 € à l'époque, mais bon. Oui. Bah là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'entamer les procédures que j'ai indiquées tout à l'heure, à savoir commencer d'abord la démarche amiable, essayer de leur envoyer un recommandé avec accusé de réception, en leur disant que on n'a pas le droit de retenir l'objet du contrat, que le bien vous appartient, l'objet du contrat, ils n'ont pas le droit de le retenir, ils sont dans l'obligation de vous le soumettre, de vous le rendre, quitte à ce qu'ils engagent votre sous garantie. Moi, il serait pas sous garantie, je me serais débrouillé autrement, mais là, il est encore sous garantie. En plus. Donc, je voulais savoir si le contrat de garantie, est-ce que il y a une clause qui règle ça, pour qu'ils me le rendent? Bah, au niveau de la garantie, après, normalement, dans le contrat de garantie, on a l'étendue de la garantie qui est précisée par le contrat. Donc après, il faudra vérifier est-ce que ça rentrait vraiment ce problème-là dans le cadre de la garantie ou non. Ça, c'est à vérifier. Mais en tout cas, on ne peut pas vous dire, je vous rends votre ordinateur à la condition que vous me réglez 58 €. Donc ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont la possibilité de faire, c'est de vous dire, nous, on a établi un devis payant. Le devis, c'est 58 €, c'était indiqué. Vous en avez été informé. Oui. Donc, vous devez nous régler 58 €. Mais c'est pas ce qu'ils ont marqué. Ils ont marqué si vous voulez qu'on vous restitue l'appareil. Donc, voilà. Donc ça, moi, je pense que vous devriez contester. Vous devriez contester. Donc, faire d'abord la démarche amiable, saisir la direction de la répression des fraudes, dont j'ai parlé tout à l'heure, voire même saisir une association de consommateurs. Non mais allez voir au magasin, allez voir déjà au magasin. Le devis, il est sur le nom d'une société, donc. Ouais, mais non, allez voir le magasin, c'est le magasin qui vous l'a vendu. C'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Le fait que le devis soit au nom du si vous êtes, vous travaillez au nom de cette personne morale, pour cette personne morale. Oui, c'est ça, ouais. Oui, donc vous interviendrez au nom de cette personne morale, mais vous. Du coup, c'est juste les associations de consommateurs, vous pourrez pas les saisir, mais la DGCCRF, ce sera possible. On va faire comme avec Julien Courbet, on va les appeler en direct avec Maître Maghrébie. Voilà, me rendre mon PC. Et on va leur demander si les mentions indiquées sur le devis. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone là? Moi, c'est vrai que j'ai signé un papier au départ. Je sais pas ce que c'est. Ils m'ont dit juste parce que vous nous avez donné
Non, mais ça, c'est normal. Ah, ça, faut vérifier ce que c'est, le document que vous Oui, avez je sais signé au pas si départ. c'est pas marqué dessus. Ouais, Aïe, ça, aïe, faut aïe. vérifier. Parce Que si vous avez signé un document dans lequel on vous dit que dans l'hypothèse où la garantie ne pourrait pas être mise en œuvre, on vous établira un devis qui vous sera facturé 58 €. Là. Ouais, mais ça, différent. c'est un abus de vice. Elle peut dire qu'on Oui, mais eux, ils m'ont juste dit signer parce qu'on vous a pris. Comme quoi, on vous a bien pris votre PC. Ils m'ont pas dit, enfin... Il faut vérifier. Faut le vérifier, faut le dire. D'accord. Donc, je leur envoie une lettre recommandée et je demande la restitution de mon matériel gratuitement. Voilà. Vous leur dites que juridiquement, rien ne leur permet de retenir l'ordinateur. Par contre, si ils estiment qu'ils sont dans leur droit en demandant 58 €, ils peuvent par la suite engager votre responsabilité pour les récupérer. Ce sera à vous de vous défendre en disant que vous en avez pas été informé au préalable, que vous avez pas. Mais c'est autre chose. C'est deux choses différentes. On est sur. D'accord. Donc ils me donnent 30 jours. Ils doivent vous rendre à la date de la réception. Oui, ils doivent vous rendre votre ordinateur. Mais si par la suite ils considèrent que vous avez une dette à leur égard, et ben dans ce cas-là, la dette de toute façon, elle ne peut naître que du fait de l'établissement du devis et ça n'a absolument rien à voir avec la délivrance du PC parce que la propriété de l'ordinateur ne leur appartient pas. Donc on n'est pas dans le cadre par exemple d'une vente où on vous donne le bien si vous en payez le prix. L'ordinateur vous appartient, vous en avez la propriété, donc vous avez le droit de le récupérer. Maintenant, s'ils veulent leur argent, ils engagent votre responsabilité sur un autre fondement. D'accord. Ok, madame. Je vais leur envoyer une lettre alors. Avec plaisir. Et puis vous nous tenez au courant. Merci beaucoup. Et puis s'il faut qu'on intervienne, on les appellera en direct. Il y a pas de souci. Ok. Merci. À Bonne bientôt. journée. Au revoir, merci beaucoup. Ah oui, on devrait faire ça de temps en temps, hein. Ça va les remettre en place là. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Problème de consommation, problème en tout genre évidemment. Maître Maghrébi vous répond en direct, quelle que soit votre question. Et elle vous dit exactement même comment vous défendre et comment écrire la lettre comme il se doit, comme cette auditrice évidemment. 0892 23 99 50. Direction Lyon. On va dans le 69. Il y a Sofiane qui est avec nous. Bonsoir Sofiane, bonjour. Oui, bonjour, Maître Maghrébi. Bonjour à vous Sofiane. Bonjour. Alors, je vous appelle parce que moi j'ai un souci, c'est aussi... Alors, je vous explique rapidement. C'est un véhicule de société qui avait fait l'objet d'un sinistre de la route, accident de la route. Il a été réparé. Il a fait un nouveau sinistre, accident de la route. Et du coup, au moment de l'indemnisation, il demandait la facture des réparations pour pas être indemnisé une deuxième fois, ce qui est normal, parce que c'est toujours dans la même compagnie d'assurance. Et la restitution de la facture, le véhicule, il était bien roulant, il n'y a pas de problème. L'expert, de toute façon, la différence des kilométrages prouve bien que le véhicule est roulé entre-temps, qui a été réparé. Mais il a remarqué surtout que le professionnel s'est permis de facturer certaines choses et n'ont pas été faites, les réparations n'ont pas été exécutées. Et entre-temps, cette société qui a effectué la réparation a fermé. Ah ouais, là, quand ça ferme en général, ça sent pas très bon tout ça, je crois. Non. Et là, eux, ils vont quand même vérifier la facture auprès de... Parce que moi, je sais qu'on peut fermer une société, n'importe quoi, on est au mois de mars. Il me semble, j'en suis pas sûr en vérité, il y a des sociétés qui travaillent encore, mais ils vont déposer le bilan ou fermer, ça va être antidaté, je crois en février, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est faisable ça, d'après ce qu'on m'a dit? Alors maître, est-ce que ça existe des sociétés qui referment et qui rouvrent, c'est ça? Non. Une fermeture antidatée? Antidatée? Je sais pas, en tout cas, il y a des sociétés... Bon, en tout cas, parce que lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fermé en novembre, et c'est eux qui m'en ont informé. C'est facturé en décembre. Il y a peut-être eu un nouveau repreneur? Non, c'est fermeture. Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'ils sont en droit de ne pas indemniser la totalité, puisqu'ils ne remettent pas en question la totalité des réparations, c'est une partie, et ils sont en droit de ne pas indemniser du tout, ou de vérifier, je ne sais pas comment ils vont faire alors que c'est fermé, juridiquement, qu'est-ce que je peux entreprendre? Alors, ça c'est au niveau de l'assurance, c'est ça? Oui. Alors, ce qu'il faut pour savoir exactement ce que l'assurance est dans l'obligation d'indemniser, il faut vérifier le contrat que vous avez signé avec elle.
Parce que dans les clauses de son contrat, normalement, il y a un article qui précise l'étendue de l'indemnisation et les conditions de la mise en œuvre de son indemnisation. Donc, si vous avez par exemple une clause qui va prévoir l'indemnisation sous condition, par exemple, de remise des factures et que les travaux aient bien été effectués, dans ce cas-là, si vous remplissez pas cette obligation-là, ils pourront ne pas indemniser. Donc tout va dépendre, parce que là vous êtes dans une relation contractuelle, donc tout va dépendre vraiment des clauses du contrat que vous avez signé avec cette assurance. Oui, mais qui n'indemnise pas pour la totalité des travaux qui n'ont pas été effectués, ça se comprend. Mais la totalité du sinistre, c'est possible ça? Parce que là, ils vous disent qu'ils n'indemniseront pas du tout? Pas du tout. Ils vont dire, eux vont essayer de rentrer en contact avec l'ancien gérant. Mais est-ce que légalement ils peuvent se cacher derrière ça? J'en sais rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des assurances, ils ont droit de faire tout ce que le contrat leur donne le droit de faire. Donc, il faut absolument vérifier le contrat. Parce que si dans le contrat, vous avez, je vous dis, une clause qui prévoit des conditions d'indemnisation et il suffit qu'une seule de ces conditions ne soit pas remplie, et dans ce cas-là, ils pourront ne pas indemniser. Donc il faut vraiment vérifier le contrat que vous avez avec cette assurance. Après, en fonction de la rédaction de la clause, on peut en considérer certaines comme étant abusives, mais il faut déjà vérifier s'il y en a une et après vérifier les termes qui sont employés et comment elle est rédigée. Mais en tout cas, dans le principe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un principe général du droit qui a été instauré il y a bien longtemps, qui dit que le contrat tient lieu de loi entre les parties. C'est-à-dire que ce que vous avez signé, le document que vous avez signé, c'est une loi entre vous. Donc, pour connaître les règles applicables, il faut savoir quelles sont les clauses qui sont insérées dans ce contrat. Et c'est là que vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. C'est dans ce genre de relation contractuelle, on a vraiment besoin de lire le contrat pour savoir ce qu'ils peuvent faire ou non. D'accord. Et une dernière chose, au cas où qu'ils aient le droit de le faire, juridiquement, le fait qu'il est fermé, je peux même pas me retourner vers le fonds de garantie, des trucs comme ça. Là, vous aurez plus du tout de voie de recours contre Parce que moi, ça me surprend qu'ils puissent rentrer en contact avec... Après, il faut voir, elle est fermée, est-ce qu'elle est en liquidation, est-ce qu'elle est en redressement, est-ce qu'il y a un liquidateur, un mandataire, elle est complètement... Elle est radiée. D'accord. Elle est radiée, et moi je leur ai dit, mais quelqu'un qui n'est pas de bonne foi, je lui dis, on voit bien, je vais prendre l'exemple des politiques actuels, je lui dis, il y en a qui ont été sous écoute, pour pas nommer Sarkozy, malgré des écoutes, malgré des trucs, des preuves, point à la ligne, il n'y a pas à polémiquer. Je veux dire, le blanc, c'est le blanc. Il y en a qui contestent quand même. Je pense. Après, ce que vous pouvez essayer de faire, si vous avez l'identité de la personne qui vous a donné la facture, c'est-à-dire qui est censée avoir effectué les travaux, rien ne vous empêche de déposer une plainte pour escroquerie contre cette personne, parce que c'est pas parce que la société n'existe plus que au niveau civil, au niveau de la réparation et de l'indemnisation, vous ne pouvez plus rien contre cette société, que ça ne signifie pas que la personne physique n'a pas commis des manœuvres frauduleuses pour vous conduire à la payer ou à quoi que ce soit. Donc là, on tombe sous le coup. Si c'est fermé. Même si c'est fermé, parce que la personne qui va commettre une infraction, elle va commettre une infraction pénale. Le délai de prescription va continuer à courir même si la société n'existe plus. Si lui il a pas été honnête vis-à-vis de vous et qu'il vous a menti, qu'il vous a fait croire des choses pour obtenir de l'argent, c'est ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses, et ça c'est de l'escroquerie. Donc l'escroquerie, même si la société n'existe plus, ça reste une infraction pénale qui peut être punissable. Donc, si vous avez l'identité de la personne, moi, je pense que vous pouvez engager ça. Vous pouvez aller déposer plainte. Et la prescription est de combien? Alors, généralement, c'est 3 ans. C'est 3 ans? Oui. Ouais, la condition que je retrouve, parce que j'arrive pas à trouver sur les pages blanches, tout ça, j'arrive pas à le retrouver, moi. Bon, écoutez... On pourrait voir même 5 ans dans certaines situations. Ouais, voire 5 ans, dit-elle, Maître Maghrebi, dans certaines situations. Donc, vous avez encore là... Pas de souci. Je vais relire le contrat dans ce cas-là. Ouais, il faut vraiment bien lire le contrat. Lisez bien toutes les clauses qui sont insérées dans le contrat. Souvent, c'est indiqué en tout petit, mais après, c'est ce qui s'applique. Donc, lisez bien le contrat.
Merci à vous. Merci De beaucoup, rien. Sofiane. Bon courage à vous. Eh oui, c'est pour ça que dans une assurance, malheureusement, faut bien lire et souvent on signe malheureusement des contrats d'assurance et voilà, à la va-vite et on fait pas attention et dès qu'on a besoin, bah forcément, voilà, ça devient compliqué. Vous pouvez nous appeler évidemment. Excuse-moi, mais Jet, Oui. je te coupe. Parce que justement, comme je savais qu'il y avait une réforme qui avait été mise en place il y a pas longtemps, Oui. les délais sont passés à 6 ans pour les délits. Ah, 6 ans, Oui, d'accord. depuis le 27 février 2017. D'accord. Donc c'est il tout a- récent. Il a 6 ans pour contester, Voilà. retrouver l'identité de son Oui. son acheteur, évidemment. Oui. Bien, eh bien, vous pouvez continuer à nous appeler, on vous attend dans un instant. Évidemment, continuez, faites vite les amis. On a encore la possibilité d'accueillir 2-3 auditeurs pour poser leurs questions d'ordre juridique. Un problème, un souci, évidemment, vous voulez nous appeler, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille, n'hésitez pas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On répond à toutes vos questions d'ordre juridique avec Maître Maghrebi Mansouri qui arrive dans une petite seconde. Et Maître Maghrebi qui est joignable également à son cabinet. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, n'hésitez pas en tout cas. 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous, je le répète. 06 12 14 34 96 et le numéro du standard pour poser vos questions en direct dès maintenant. La consultation instantanée 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ah bah elle me remet dans le droit chemin, je vous le dis, hein, Maître Maghrebi, on dit des trucs en antenne, aime ça oui, dans le droit il faut faire attention. Hein. Ça fait C'est aussi plaisir. mon rôle. Ben oui, j'ai bien compris. Hein. C'est pour ça que grâce à vous, je fais moins de bêtises maintenant. Hein. Heureusement. Maître Maghrebi vous attend évidemment pour l'émission Parler droit. Elle est joignable à son numéro de téléphone, une avocate honnête spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Si vous avez une question, si vous avez un problème dans vos dossiers, vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, vous n'arrivez plus à trouver d'issue pour vos dossiers, bien prenez rendez-vous avec Maître Maghrebi pour vous aider. 06 12 14 34 96. Je répète le numéro de téléphone 06 12 14 34 96 ou bien entendu sur Facebook cabinet BMM. Voilà, sur Facebook, il y a pas de souci. Bien. Allez, on va partir direction Amiens au 0892 23 99 50. C'est Auria qui est avec nous à Amiens. Bonjour Auria. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue Auria, Maître Maghrebi vous écoute. Merci, chat. Donc voilà, j'ai mon ami qui a acheté un fonds de commerce, qu'il a mis en vente. Et la propriétaire s'oppose parce qu'il y a une clause résolutoire. Donc là, il doit passer au tribunal administratif. Est-ce qu'il a ses chances de gagner ou pas? Alors, excusez-moi, on vous entend pas très très bien avec votre portable. Il y a du bruit dans la voiture en plus, donc peut-être que Maître Maghrebi a pas très très bien compris. Hein. Voilà. Oui. Ça va. Enlevez-moi ce haut-parleur si c'est possible. Ouais, voilà. Alors, quand il y a une clause résolutoire, quand on veut vendre un fonds de commerce, est-ce qu'on a des chances de gagner ça? Ah, Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fin de compte, il a voulu vendre son fonds de commerce Mhm. et donc la propriétaire s'oppose à la vente. D'accord. Et donc il y a eu trois impayés, ça. Oui. Mais sachant qu'elle était avertie qu'il y avait un acheteur, donc normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Et comme il y avait 2 mois de loyer de caution, donc il restait plus qu'un loyer. Donc après, je sais pas si c'est... Après, tout dépend de la rédaction de la clause, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Code civil, lui, ce qu'il prévoit, c'est que normalement l'action résolutoire, elle est reconnue donc au bénéfice du vendeur du fonds de commerce, et qu'elle n'est possible qu'en cas de défaut de paiement du prix. Donc disons que si il a pas payé 2 ou 3 mois, on dit que la clause est acquise. D'accord. Donc si la clause, faudra voir après comment elle est rédigée, mais si elle est acquise, ça va être compliqué de pouvoir contester la mise en œuvre de cette clause.
D'accord. Donc là, parce que là, il a pris un avocat. Donc, est-ce que c'était utile de prendre un avocat ou pas et de payer un avocat surtout? Disons que c'est toujours utile. C'est toujours utile dans le sens où moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Lorsqu'on est lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure contentieuse devant une juridiction. Même si on n'a pas de chance même si les chances sont minimes, déjà on peut jamais en être sûr parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un revirement de jurisprudence inopinée. Mais surtout, la partie en face, lorsqu'elle demande l'exécution de son droit, elle demande également à ce que les dépens et les frais de justice soient mis à votre charge. Et il arrive souvent que lorsque vous vous défendez, donc que vous prenez un avocat et que vous prouvez que vous êtes de bonne foi, que vous êtes par exemple là dans cette situation-là, si sa clause est acquise et que que la personne est dans son droit, vous en apportant la preuve que vous êtes de bonne foi et que elle était prévenue et que voilà, vous avez quand même des circonstances atténuantes, peut-être que vous éviterez d'avoir à payer les 2000 € de l'article 700 et les dépens. Alors que si vous ne vous défendez pas, ils seront automatiquement à votre charge. D'accord. Donc là, automatiquement, son fonds de commerce, il le perd alors. Après, je peux pas vous dire parce que vraiment, ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, le principe général est que, en cas de défaut de paiement, la clause est acquise. Donc après, faut voir dans votre contrat comment c'est rédigé et comment elle l'invoque aussi. C'est peut-être que votre avocat va réussir à trouver une faille ou une nullité ou quelque chose qui lui permettra de remettre cela en cause. Mais en tout cas, le principe général est celui-là. D'accord. Tenez-nous au courant, mais c'est peut-être, il y a quand même peut-être un espoir et. Après, voilà, c'est tout, c'est vraiment, c'est du cas par cas. Faut voir aussi en face comment ils rédigent leur demande. Est-ce que c'est bien formulé? Est-ce qu'ils invoquent les bons articles? Est-ce que ils ont suivi la bonne démarche? Peut-être pas. Et ça, il y a que votre avocat qui pourra le savoir. Parce que du coup, s'ils ont pas bien respecté les règles, même s'ils sont dans leurs droits, votre avocat il se gênera pas pour le dire. Moi j'ai déjà vu des dossiers où c'était un fonds de commerce qui était situé, je sais pas, c'est un exemple que je vais prendre, mais qui était situé 50 rue des Halles et puis ils ont assigné sur 40 rue des Halles. C'est pas le bon objet, donc du coup le recours était sans objet. D'accord, ok. Vous voyez, faut voir. Après c'est son travail. Il est là pour trouver des failles. Non, d'accord, ok. Parce que là, il a reculé l'audience sans demander l'avis de son client. Parce que c'est normal qu'un avocat recule une audience sans demander l'avis de son client et ça la veille pour le lendemain. Ça peut arriver, par exemple. Ça, c'est votre avocat qui a fait ça? Oui. Ouais. Alors ça arrive souvent qu'on soit dans l'obligation de demander un renvoi la veille de l'audience parce que la partie adverse nous a communiqué des pièces importantes la veille. Non, mais là, c'était même pas par rapport à ça, c'était par rapport à il y avait une aide juridictionnelle. Ah oui, donc ça, c'est obligatoire. Oui, donc ça, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle la demande de renvoi de droit. Elle est de droit, elle est automatique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une demande d'aide juridictionnelle qui est formée, l'avocat ne plaidera pas le dossier tant qu'il n'est pas désigné. Parce qu'il a besoin de la désignation déjà pour le tribunal et également pour vous, pour que par la suite il vous facture pas. Mais surtout pour le tribunal, c'est très important de l'avoir lorsque vous êtes dans le cadre d'une aide juridictionnelle parce que ça évitera de mettre à votre charge les dépens. Et ça évitera aussi au juge de décider de vous condamner à un article 700. D'accord. Donc il plaide pas sans ça. Il a raison. Il a eu raison de le faire. C'est de droit. De toute façon, c'est automatique. Donc tant qu'il y aura pas de désignation à l'AJ, il plaidera pas. D'accord. Donc là, il nous a dit qu'il avait quand même ses chances de gagner, mais voilà quoi, je suis un peu sceptique maintenant. S'il vous dit qu'il y a des chances, il connaît le dossier, donc c'est qu'il a sans doute vu des failles. D'accord. Okay. Il a dû voir quelque chose de pas très clair. Si vous a dit ça, c'est qu'il a vu quelque chose. Bon d'accord. Allez, il y a de l'espoir. Faut lui faire confiance. Faites confiance à votre avocat. Oui, bien sûr. Il faut lui faire confiance. D'accord. Merci beaucoup. De rien. On est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous tenir au courant, d'accord? D'accord, merci. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, on a le temps très rapidement au standard au 0892 23 99 50 de prendre des derniers appels évidemment. Si vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le moment ou jamais. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Vous posez une question, Maître Maghrébi vous répond évidemment. Donc elle est là pour vous et puis pour toute question, si vous avez des problèmes au niveau d'un dossier, au niveau d'ordre juridictionnel, droit des étrangers, droit de la famille,
droit du travail également. Il n'y a pas de souci. Alors vous avez aussi une page Facebook qu'on va rappeler, Maître Maghrebi, évidemment. Oui, absolument. Donc la page Facebook, c'est Cabinet d'avocats BMM, Oui. Cabinet d'avocats BMM, sur laquelle vous pouvez faire vos propositions de thèmes, sur laquelle aussi vous pouvez réécouter des émissions. Tout à fait. Et vous pouvez aussi poser éventuellement des questions. Ah, Donc ça aussi. oui, des fois quand j'ai le temps Voilà. de répondre, je réponds. Si je ne vous réponds pas, c'est que vraiment je n'ai pas le temps, et il faut pas m'en vouloir parce que des fois il y en a qui se fâchent un petit peu. Oui, non, Mais voilà, c'est quand prenez c'est des une- questions assez simples et que c'est que c'est assez rapide, je peux de temps en temps répondre, mais pas sur des cas complexes. Quand je vous invite à prendre rendez-vous, c'est que votre situation est complexe et qu'elle nécessite une étude un peu plus poussée de votre situation. Évidemment, et pour les rendez-vous, justement, voici le numéro de Maître Maghrebi, 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96. Allez, on va prendre la dernière auditrice ou le dernier auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue, quel est votre prénom? Allô, c'est Aïcha. Aïcha, on vous écoute pour votre question, Maître Maghrebi vous écoute. Alors, bonjour, Maître Maghrebi. Bonjour. Moi, je vous appelle pour vous demander concernant les droits au niveau de locataire. Oui. J'ai subi un cambriolage là il y a pas longtemps. Oui. Donc là, j'ai demandé qu'il n'y a pas de sécurité au niveau les volets. Je suis au rez-de-chaussée. Mhm. Donc la porte aussi. J'ai un accès facile au niveau de mon petit jardin. Oui. J'ai créé un courrier accusé de réception demandant là, déjà ça va faire à peu près plus que 20 jours. Mhm. Donc ils sont pas venus à une urgence pour mettre mes fenêtres et tout ça en sécurité. Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est que sur l'interphone, c'est-à-dire l'entrée, les boîtes à lettres à l'extérieur, ils mettent le nom de la personne plus le numéro de l'appartement. Mhm. Donc moi, j'ai dit à la gardienne, moi je suis contre que vous mettez le nom et le numéro de l'appartement parce que c'est vraiment dangereux pour nous. Voilà, donc il m'a dit non, c'est les règles de la loi, on est obligé de faire ça. Mais quand moi j'ai vu ailleurs, par exemple à Paris, on n'avait pas ça, c'est-à-dire il y a juste le nom sur la boîte à lettres. Alors, on va vous répondre rapidement, Aïcha. Alors, allez-y, merci beaucoup. Maître Maghrebi. Alors, pour répondre rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que donc au niveau, c'est un problème que vous n'êtes pas la seule à rencontrer. Hein. On a une loi qui est la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 18 qui met à la charge qui met une obligation de sécurité à la charge du syndic. C'est-à-dire qu'il est chargé normalement d'administrer l'immeuble, de promouvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et normalement de faire en sorte de promouvoir la sécurité de cet immeuble. S'il s'avère qu'il y a une défaillance dans le système de sécurité de votre copropriété, sachez que vous pouvez engager sa responsabilité parce que normalement tout préjudice qui va être lié à une faute ou à une négligence qui sera causée par le syndic engage sa responsabilité. Donc faut pas sur ce point-là hésiter à engager sa responsabilité. Maintenant, vous pouvez tenter également une démarche amiable, c'est-à-dire leur envoyer un recommandé en leur disant voilà qu'il s'avère que les règles de sécurité et que le système de sécurité n'est pas respecté et que vous voudriez que ce soit par exemple voté à la prochaine assemblée générale et qu'il soit mis en place un système qui soit plus adapté. On n'a pas les syndics ici. Vous êtes dans une copropriété ? Oui, il n'y a pas de syndic dans votre copropriété ? Oui, logement 3F, mais bon, c'est vraiment. Oui, donc c'est votre bailleur. Il est dans l'obligation d'assurer la sécurité. Donc vous devez faire cette démarche amiable auprès d'eux directement. Et s'ils refusent d'engager de mettre en place, du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a une association une association qui a été mise en place, par exemple des locataires? Là où non, on n'a vous pas habitez. ici, il n'y a pas, j'ai demandé, il n'y a rien, mais moi j'ai écrit un courrier la semaine dernière, j'ai tout ce que vous êtes en train de dire, j'ai tout dit pour la sécurité, tout ça, donc et j'ai ça n'a pas encore abouti eu de réponse. D'accord.
Ils ont combien de temps, Maître Maghrebi, pour lui répondre? La démarche amiable, en réalité, il n'y a pas vraiment de délai. Normalement, c'est à nous de l'indiquer dans le courrier. On leur laisse 8 jours, 15 jours, 3 semaines. Ça va dépendre des situations. En règle générale, attendez 2 semaines. Si vous voyez qu'ils vous répondent pas sous 15 jours à compter de l'accusé de réception, vous pouvez quand même essayer de les appeler, parce que généralement, sur tous les 3F, ils gardent des traces de tous les appels. Oui, justement, oui. Donc, comme ça, J'ai vous appelé aurez... avant le courrier. Aïcha, ce qu'on va faire, on va prendre votre dossier pour la semaine prochaine pour vous donner plus de détails, d'accord? Oui, juste la question de Oui, nos noms et justement, les numéros, voilà. s'il vous plaît. Justement, alors là, faudra vérifier au niveau des règles de copropriété, parce qu'à ma connaissance, moi, ça me parle pas, hein, une loi qui impose le nom et les numéros d'appartement. Voilà. À vérifier. Ok. Ok, Merci Aïcha. beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. À bientôt, Aïcha, et merci de votre appel en tout cas. Et je rappelle le numéro de téléphone de Maître Maghrebi, évidemment, pour la joindre à son cabinet 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96, et je laisse Maître Maghrebi conclure cette émission, évidemment. Je te remercie, Medjahed. Merci beaucoup pour cette belle émission. Vous avez été bien présent, ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous aura permis vraiment de prendre conscience que avant de signer un petit bout de papier, il faut bien le lire, parce que ça vous engage. Et puis comme je vous dis à chaque fois, s'il vous plaît, vous avez des droits, donc faites-les respecter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.